découverte des ondes gravitationnelles par-ci, nuit des ondes gravitationnelles par-là, sans oublier les soirées qui y sont consacrées. Depuis peu de temps, je trouve que ce genre d'infos, ça fait pas mal l'actu, et je trouve que ça semble même s'y installer. Mais pourquoi on en parle? Pourquoi les ondes gravitationnelles? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi on en parle? Pour commencer, on va déjà décortiquer ce que ça veut vraiment dire gravité, avant de s'emballer, hein. Calme-toi. Ce qu'on a tous appris à l'école, c'est qu'il y a une force de gravité qui nous tient sur Terre, qui retient la Lune, ou encore nous fait tourner autour du Soleil. Ça c'est la théorie de Newton et ça marche très bien d'ailleurs parce que c'est toujours enseigné à l'école. Mais il y a juste un tout petit détail, un tout petit souci avec l'orbite de Mercure, la planète qui est vraiment à côté du Soleil. En fait elle est tellement proche même que son orbite est vraiment très particulière. Et ça Newton avec ses calculs il n'arrivait pas à trouver pourquoi. Et il y a un petit gars qui va se pointer quelques centaines d'années après et qui va s'amuser à redéfinir tout ça. Il va en quelque sorte corriger cette théorie avec une toute nouvelle façon de voir les choses. La relativité générale. Je vais pas m'étaler mais en gros lui il estime que c'est pas une force de gravité qui retient la Lune, mais une déformation de l'espace et du temps à cause de leur poids qui fait qu'ils vont avoir tendance à tomber l'un vers l'autre. D'ailleurs, tu as déjà sûrement vu ça, qui est une représentation schématique de ce que ça donne, ou encore ça, histoire de bien clarifier les choses et que tu comprennes bien à quoi on parle. Donc très simplement, aujourd'hui, gravité, ça veut dire déformation de l'espace et du temps. Donc déformation de l'espace-temps. Ça nous suggère déjà qu'une onde de gravité, c'est pas une onde de force quelconque là qui se balade, mais une déformation locale de l'espace-temps. Et Einstein lui nous disait que pour déformer l'espace-temps, il faut mettre le paquet. C'est-à-dire qu'il faut à la fois un objet très très lourd et en plus un objet qui se déplace très très vite. Alors oui, ok, sur Terre on subit aussi une légère déformation de l'espace-temps à cause de sa vitesse et de son poids, et c'est même bien connu pour foutre le bordel dans les systèmes de localisation GPS. Mais c'est pas assez, il faut un objet beaucoup plus lourd. Il faut un objet tellement lourd en fait qu'il soit capable de presque déchirer l'espace-temps à lui tout seul. Et le Soleil il est énorme lui. Et vous avez raison, il fait quand même à lui seul pas loin de 99% de la masse totale du système solaire. Mais non, ce n'est pas assez, il faut encore beaucoup plus lourd. Il n'est pas assez lourd pour entamer l'espace-temps. Il faut des objets qui sont à l'origine des étoiles, qui sont des dizaines et des dizaines de fois plus grosses que notre Soleil, et qui arrivant en fin de vie vont généralement exploser en supernova cataclysmiques, qui vont laisser derrière elles un tout petit noyau tout compact et tout dur. Oui, car aussi surprenant que ça puisse te paraître, c'est pas le cœur de l'étoile qui explose, mais plutôt son manteau, ce qui va avoir pour effet de comprimer presque instantanément le noyau, vraiment dans les grandes lignes. C'est un petit peu comme si tu essayais d'écraser la Terre pour la faire rentrer dans une balle de golf. Et que la Lune continue de tourner autour de cette petite balle parce qu'elle a le même poids que la Terre. Et ce phénomène s'appelle, pour ceux qui suivent, les trous noirs. Et quand deux de ces trous noirs se rencontrent, ils vont se mettre à tourner l'un autour de l'autre. Ils se font un petit date quoi. Et à fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher, ils vont se mettre à tourner de plus en plus vite l'un autour de l'autre. Presque aussi vite que la lumière. Et ça juste avant de fusionner. Et ça va avoir pour effet, pour ceux du fond là-bas là, oui je t'ai vu, de faire vibrer l'espace et le temps, mais genre dans tout l'univers. C'est inconcevable tellement c'est gigantesque. Une onde gravitationnelle est donc une onde qui déforme l'espace et le temps et qui ne peut être créée que par la fusion de deux trous noirs. Vraiment pour faire simple. On y voit déjà plus clair. Une équipe a d'ailleurs récemment démontré qu'un trou noir de 36 masses solaires, oui 36 fois le poids de notre soleil, et un de 29 masses solaires avait fusionné pour donner un trou noir de 62 masses solaires. 36, 29, je retiens un... Ouais c'est ça, il en manque. Il en manque une. Et oui, quand on fait les comptes, il en manque. Il en manque 3. Tout à fait ça. Il manque 3 soleils. 3 soleils. 3 putains de soleils. Déjà, un soleil va faire disparaître un soleil. Mais là, il en manque 3. Bon, ils sont où? Alors, où est-ce qu'ils sont? Regardez sous le lit. Ils sont où ces 3 soleils? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Vas-y, je sais pas, moi. Laisse-moi tranquille, frère. Ils sont où? Allô? Les soleils, ils sont passés où? Les soleils, ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont où, bordel? Les ondes gravitationnelles? Oui! Imagine 2 secondes la Lune tourner au ras de la Terre à presque la vitesse de la lumière. Dingue! Ça paraît démesuré même à l'échelle cosmique. Et à ce stade, l'espace-temps va agir un peu comme du sable et dissiper une partie de la masse des deux trous noirs. T'imagines qu'une voiture consommera plus d'essence pour avancer dans du sable et qu'elle va donc s'alléger plus vite de son carburant. Et bah là, c'est pas du tout pareil. Bref, ils sont là, tes 3 soleils, dissipés sous forme de pure énergie, sous forme d'ondes gravitationnelles. Et c'est justement à cause de cette info-là spécifiquement que les ondes gravitationnelles font l'actu depuis le 11 février 2016. Car non seulement c'est la toute première fois de l'histoire que les scientifiques peuvent observer ce genre de phénomène, mais surtout les enjeux sont énormes. On tient un moyen d'étudier le plus discret des objets célestes, qui est par nature le plus indétectable de tous les indétectables. Putain, bordel de m***. Mais comment ils ont fait? Est-ce une horde de magiciens aux oreilles pointues qui, par la pratique répétée et régulière d'incantations sataniques, ont réussi à lever le voile sur le plus grand mystère de l'univers? Comment ils ont fait pour détecter une onde gravitationnelle et surtout
Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps? Oui, car en réalité, ça fait déjà plus d'un siècle qu'on sait qu'elles existent, mais qu'on n'avait pas réussi à les détecter. Et bien entendu, c'est encore Einstein qui les a découvertes. Ah, ce bon vieux Einstein. Foncièrement, c'est assez simple à comprendre, parce qu'une onde de gravité, ça déforme l'espace-temps. Donc il suffit de mesurer une distance et le temps que la lumière va mettre à la parcourir. Mais parce qu'avec un train ça marche pas. Et tout ça à l'aide d'un instrument qu'on appelle interféromètre. Sauf que pour un événement cosmique, il faut des outils gigantesques et extrêmement précis. Et t'as bien compris que tout ça, ça coûtait la peau des couilles, donc les gouvernements pas trop chauds. Mais après plusieurs années de pression de la part d'un groupuscule de scientifiques absolument passionnés par ce sujet, les USA vont finalement craquer et finir par débloquer des fonds pour construire un interféromètre géant en 92 qui va s'appeler LIGO. Développement 92, résultat 2016. Ça met les choses en perspective quand même. Hein. Il est principalement financé par le National Science Foundation, le NSF aux USA, et aussi par les Anglais, les Allemands et les Australiens. Soit en tout un peu plus de 600 millions de dollars. Et l'analyse des données, elle est confiée à une collaboration internationale de scientifiques, le LSC. Et comme on est aux States et qu'il faut rien à moitié, LIGO est en réalité constitué de 2 capteurs. Il y en a un en Louisiane et un dans l'état de Washington. Pourquoi? Bah déjà pour être sûr que c'est bien une onde gravitationnelle qu'on détecte, hein, parce qu'avec un seul capteur on n'est pas sûr, mais avec 2 on en est certain. Et puis triangulation, ça te dit quelque chose? Mais si, ce truc qui permet de trouver l'épicentre d'un séisme, ou de retrouver le téléphone d'un suspect dans les experts. Ça veut juste dire que plus t'auras d'antennes dispersées pour trouver ton téléphone, et plus tu sauras avec précision où est-ce qu'il se trouve. Et trouver l'origine d'une onde gravitationnelle repose sur le même principe. Disperser un peu partout des interféromètres géants pour trouver avec précision la région du ciel dans laquelle ça se trouve. Et c'est dans cette dynamique que 2 ans après, en 94, il y a l'Europe qui va aussi rejoindre la partie avec les Américains et construire un interféromètre géant. Il va s'appeler Virgo, il est situé près de Pise en Italie. Et en 2007, il y a même un accord de collaboration qui a été signé entre LIGO et Virgo afin de partager tous les résultats. Et il y a d'autres nations qui ont rejoint la partie entre temps. Il y a le Japon notamment avec la construction du Kagra en début des années 2010, ou l'Inde qui vient récemment d'accepter une collaboration avec les Américains pour installer sur leur territoire un 3e détecteur LIGO. LIGO est donc un interféromètre géant. Et un interféromètre, en fait, c'est juste un rayon laser qui va être divisé en 2 à l'aide d'un miroir placé à 90 degrés. Le seul et unique rayon laser va donc être divisé en 2 qui vont courir le long de 2 tunnels longs de plusieurs kilomètres. Et au bout de chacun d'eux, il y a un miroir qui va leur faire demi-tour et les renvoyer à la source, là où un détecteur les attend. Et si le système est bien foutu, les 2 rayons vont redevenir un seul et unique point. On dit que la lumière est en phase. Et si la lumière est en phase, ça veut dire que tout se passe bien. Et quand elle n'est pas en phase, ça veut dire qu'une déformation est mesurée. Alors ça, c'est pour le principe, et je trouve que c'est relativement simple à comprendre. Ce qui est un petit peu plus compliqué, par contre, c'est que la déformation de l'espace due à l'onde gravitationnelle qu'on cherche à mesurer est beaucoup plus petite que la taille d'un atome. Ah! Si. Autrement dit, quasiment impossible à détecter sur Terre car tout est en mouvement continuellement. Dans l'atmosphère, une simple rafale de vent suffirait à niquer l'expérience. Et sous Terre, je rappelle qu'on est quand même sur une planète active avec une tectonique des plaques dynamique. Et ça crée du bruit en continu. Et pour écouter un truc plus petit qu'un atome, bah ça pose problème. Il faut donc réussir à isoler tous les instruments de mesure de la croûte terrestre. À savoir le rayon laser, les miroirs et le détecteur. Et il est là le véritable défi technologique de ce type de détection, c'est de réussir à s'isoler de la Terre elle-même. Et pour ça, les scientifiques, ils vont mettre plus de 20 ans à chercher, trouver et réaliser un système qui va complètement isoler l'instrumentation de la surface de la Terre. Et comment? En plaçant tout le bâtiment sous vide, ce qui en fait quand même dans le domaine du civil la plus grande chambre à vide au monde, et en suspendant chaque miroir et instrument au bout d'énormes pendules extrêmement sophistiquées. Et le rôle de ces pendules est d'absorber n'importe quel mouvement de la croûte terrestre ainsi que son bruit en continu. Et les gars, ils sont passés par plein de modèles différents avant de trouver quelque chose de convenable. Et le truc est maintenant mais tellement bien isolé qu'un train qui passe dans les montagnes ou une simple vague et qui va s'écraser sur la côte va être détecté. Et ça, c'est le turfu, ma gueule! Et voilà, tous les ingrédients sont là. Une théorie révolutionnaire, un très long travail sur la détection puis l'analyse et la découverte. Et pas des moindres, prouver que les trous noirs sont bien parmi nous, qu'ils font vibrer tout l'univers, et pour la première fois avoir une opportunité de les étudier. Et atteindre ce niveau de connaissance dans la compréhension de notre univers nous donne déjà de belles perspectives d'avenir. Et là je pense surtout à la théorie du tout, dite de la réunification, parce qu'elle tente de réunir la physique classique, la physique de tous les jours, et la physique quantique, celle des atomes, en gros. Elles s'entendent pas très bien, mais un trou noir c'est justement une espèce de mélange entre les deux, car il est très gros mais super comprimé, un genre de sac d'atomes. Donc mieux le comprendre, ça va nous permettre de peaufiner nos théories et de mieux comprendre notre univers.
LIGO est donc bien un instrument d'observation cosmologique, mais sur Terre cette fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de regarder où ça se passe.